En Suisse, 10 000 personnes meurent chaque année de maladies coronariennes, soit un mort toutes les 50 minutes. Vous avez eu un infarctus ou une angine de poitrine. Cette vidéo va vous expliquer comment vous allez être pris en charge dans l'urgence, puis comment se déroulent les soins dans le service de cardiologie, et enfin, les précautions à prendre de retour à votre domicile dans votre vie de tous les jours. Le cœur est un muscle qui fonctionne comme une pompe. Il fournit à nos organes le sang qui leur est indispensable pour vivre. Le cœur est lui-même approvisionné en énergie par l'intermédiaire de 3 vaisseaux sanguins qui sont les artères coronaires. L'angine de poitrine et l'infarctus du myocarde sont les 2 manifestations principales de la maladie coronarienne. Bonjour monsieur, c'est l'équipe du cardiomobile. Ouais, bonjour. Bonjour monsieur. Que vous arrive-t-il? Je sais pas, c'est... L'angine de poitrine est une sensation d'oppression au niveau de la poitrine ou de la partie haute du ventre. Douleur qui peut également s'étendre vers le cou, les bras, les épaules et la mâchoire. Cette douleur reste au même endroit ou elle migre dans un des 2 bras, dans la mâchoire? Moi, il me semble que le bras gauche un petit peu... Cette douleur est due à une diminution de l'apport de sang au cœur, conséquence du rétrécissement des artères coronaires par l'athérosclérose. L'athérosclérose est une maladie qui touche toutes les artères du corps humain et qui évolue sur des décennies depuis l'adolescence. Elle se caractérise par l'accumulation de dépôts de graisse dans la paroi des artères, appelées plaques d'athérosclérose. Ces plaques provoquent des rétrécissements des artères. Lorsque l'athérosclérose touche les artères coronaires, on parle de maladie coronarienne. Lorsque l'angine de poitrine survient au repos ou dure plus de 15 minutes après avoir arrêté l'effort, il y a une menace d'infarctus du myocarde. Dans ce cas précis, il s'agit d'une urgence vitale. Notre électrocardiogramme confirme la suspicion d'infarctus du myocarde. Le but maintenant est d'une part de soulager votre douleur au maximum avant l'arrivée à l'hôpital, de fluidifier votre sang. Je vais juste vous administrer un petit spray sur la bouche, ça devrait soulager la douleur, voilà. Voilà. Vous voyez ici une de vos artères en coupe avec une plaque d'athérosclérose qui s'est développée durant des années. L'infarctus se manifeste suite à la rupture brutale de cette plaque. Un caillot sanguin vient boucher l'artère coronaire. Il empêche l'apport de sang et d'oxygène à la partie du cœur irriguée par cette artère. Cette partie du cœur lésée risque d'être détruite définitivement sans intervention immédiate. En cas de douleur dans la poitrine qui ne disparaît pas en 15 minutes, appelez Urgence Santé. Pour la Suisse, le numéro 144. Chaque minute compte et le traitement commence dès l'arrivée de l'ambulance chez vous. N'allez donc jamais de vous-même à l'hôpital. Selon les résultats de votre électrocardiogramme, 2 cas de figure peuvent se présenter. Une artère coronaire est probablement partiellement obstruée. Dans ce cas, l'intervention a lieu généralement dans les 2 à 3 jours après votre admission à l'hôpital. Une artère coronaire est probablement bouchée. Il faut la déboucher en urgence après avoir pratiqué un examen appelé la coronarographie. C'est le cas dont il s'agit ici. Bonjour monsieur, docteur Keller, je suis cardiologue. C'est moi qui vais vous faire un examen maintenant et une intervention. On va vous expliquer ça en détail. Voilà, bonjour, monsieur Deligny, 52 ans, connu pour 2 facteurs de risque, une hypertension artérielle, un tabagisme actif, qui présente depuis 1 heure de temps une douleur thoracique typique irradiant au membre supérieur gauche, avec sur ce tracé un infarctus antérieur. Très bien. Avez-vous encore des douleurs dans la poitrine, monsieur? Oui, un peu en sourdine quand je respire. D'accord. Il est très probable que vous soyez en train de faire un infarctus. D'accord, c'est-à-dire en train de boucher une artère du cœur. Et je vous propose de faire maintenant une coronarographie pour aller voir l'état des artères, d'aller voir quelle artère est bouchée et d'aller la déboucher immédiatement.
Les risques de complications liées à l'intervention sont faibles, c'est moins de 2% de complications graves. Complications graves, on parle du risque de mourir, de refaire un infarctus, de faire une paralysie à cause d'un petit caillot de sang qui peut partir de l'endroit où on travaille jusqu'au cerveau. Mais ces risques, encore une fois, sont très faibles. Il y a clairement un avantage de faire l'intervention maintenant rapidement et de ne pas attendre. Êtes-vous d'accord de faire l'intervention maintenant? Ah ouais, parce que d'après ce que j'entends, il faut qu'on se grouille. Hein. Oui, c'est ça, exactement. Aujourd'hui, le traitement en urgence de l'infarctus du myocarde est l'angioplastie coronaire, intervention sous anesthésie locale qui consiste à déboucher ou dilater les artères coronaires à l'aide de ballonnets. Cette intervention est le plus souvent suivie par la mise en place de stents. Le principal inconfort lié à l'intervention provient du fait qu'il faut rester couché et tranquille sur un lit d'examen pendant toute sa durée, c'est-à-dire environ 1 à 2 heures. L'intervention est effectuée sous anesthésie locale. Au début de l'examen, le produit anesthésiant peut provoquer une légère brûlure à l'endroit où l'on pique. Sinon, le reste de la procédure est généralement indolore. La pression est bonne. Parfait. J'injecte. Le cardiologue injecte dans une de vos artères coronaires un produit de contraste qui permet de visualiser les artères coronaires. L'une d'elles est en effet bouchée. Alors, on est en train de passer au travers de la lésion avec un petit fil pour aller déboucher l'artère. Très bien, merci. Donne-nous un ballon 2,012. Oui, je te donne tout de suite. Ça va, monsieur? Vous sentez mieux? Un ballonnet est conduit à l'intérieur de la zone bouchée ou rétrécie. On gonfle ce ballonnet pour qu'il puisse déboucher ou dilater cette zone et rétablir ainsi la circulation normale du sang. Généralement, afin d'améliorer le résultat de l'intervention et d'éviter que l'artère ne se rebouche à nouveau, des treillis métalliques cylindriques appelés stents sont mis en place à l'intérieur des artères malades. Il existe 2 types de stents, les stents nus et les stents enduits de médicaments appelés stents actifs. On dit aussi stents à élution. Ces médicaments ont pour but d'éviter que l'artère ne se rétrécisse à nouveau. Très beau résultat. Bien, monsieur Deligny, on a débouché votre artère, donc on l'a débouché au ballonnet, et puis ensuite on a implanté un stent à l'endroit de la lésion. On a un très beau résultat. Pour choisir le type de stent le plus adapté pour vous, nous devons savoir si vous devez subir une intervention chirurgicale importante dans un proche avenir, si vous êtes habituellement sous traitement anticoagulant ou si vous êtes à risque de saigner. Dans cette situation, un stent nu serait peut-être plus adéquat. C'est important, on a mis un stent qui contient un médicament qui donne des meilleurs résultats dans les mois qui suivent que les stents sans médicament, donc on appelle ça un stent actif. Il faut savoir que si on vous pose la question, vous devez savoir que vous avez un stent actif dans vos artères du cœur. La mise en place de stents actifs a pour conséquence l'obligation de prendre, en plus de l'aspirine, un médicament fluidifiant le sang pendant plusieurs mois contre 1 mois seulement avec un stent nu. La complication la plus fréquente de l'intervention est un hématome à l'endroit où l'aiguille a piqué l'artère, appelé le point de ponction. Votre collaboration est absolument nécessaire pour réduire ce risque au minimum en prenant les précautions adéquates. Ça va? Vous vous sentez mieux? Ouais, ça va. Voilà. Les docteurs sont en train de faire un petit point de suture. Ça fait un petit peu mal, il ne faut pas bouger. Hein? Une fois l'intervention terminée, il est absolument nécessaire de maintenir la jambe concernée étendue sans la fléchir jusqu'à ce que l'infirmière ou le médecin vous autorise à la bouger. Il faut éviter de porter des poids de plus de 5 kg ou d'effectuer une activité physique qui vous essouffle dans les 2 jours qui suivent l'intervention. Aujourd'hui, le recours à la chirurgie se fait plus rare parce que l'angioplastie est devenue une technique sûre et efficace. Vous êtes ensuite conduit dans une unité de soins où un personnel spécialisé veille en permanence sur vous. Voici Monsieur Deligny, que vous attendez de la salle de cathétérisme. Bonjour, monsieur. Alors là, vous êtes dans une unité en fait de surveillance. On va vous garder en surveillance. Vous avez fait un infarctus du myocarde. Là, en salle de cathétérisme, on vous a débouché votre artère. Mais en fait, dans les 12 et 24 premières heures, vous risquez en fait de faire des troubles du rythme. Suite à l'intervention, le cardiologue vous rend visite. Il y a l'intervention, on a débouché l'artère, on a mis un stent, et puis il y a la maladie de base, cette maladie des artères dont je vous parle, qui est une maladie que vous avez depuis des années, qui a progressé. On va traiter ce qu'on appelle les facteurs de risque cardiovasculaire.
Les traiter avec des médicaments d'une part, puis d'autre part, on va vous donner des règles d'hygiène de vie. Changer votre alimentation, perdre du poids, faire plus d'exercice physique. Après cette période de surveillance, vous allez être orienté dans une unité d'hospitalisation à l'étage. La surveillance se poursuit de manière nettement allégée et le traitement est adapté en fonction de vos besoins. Donc vous êtes ici dans une unité de cardiologie parce que vous avez eu un infarctus. Eh oui. C'était hier? 2 jours. D'accord. Maintenant, vous n'avez plus de douleur? Ah non, non, alors c'est impeccable. Hein. J'ai vraiment l'impression qu'il ne s'est rien passé, quoi. Ils ont fait un boulot super. Ils m'ont débouché tout ça. C'est bon, je pourrais presque partir maintenant, quoi. Vous avez une maladie des coronaires, des artères coronaires, la fameuse athérosclérose qui a fait qu'une des artères s'est bouchée. Et un des buts principaux maintenant, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait plus d'infarctus, qu'il n'y ait pas un deuxième infarctus, d'accord? Ou de le repousser le plus tard possible. Vous allez devoir prendre des médicaments qu'on va vous donner dès maintenant. Vous en avez déjà eu aux soins intensifs, il faut qu'on continue. 4 groupes principaux de médicaments sont prescrits chez les patients souffrant d'une maladie coronarienne. Les antiagrégants plaquettaires, les bêta-bloquants, les statines, les inhibiteurs de l'enzyme de conversion IEC. Les antiagrégants plaquettaires fluidifient le sang et réduisent donc le risque de formation de caillots. Le chef de file de ces médicaments est l'aspirine. Souvent, notamment après la pose de stent, il est nécessaire de prendre un autre médicament de ce groupe en même temps. Attention! L'arrêt de ces médicaments peut provoquer un nouvel infarctus du myocarde, car le stent peut se boucher. Il ne faut donc jamais arrêter ces médicaments sans l'accord préalable de son cardiologue. Les effets secondaires principaux de ces médicaments sont des saignements qui sont rarement graves. Les bêta-bloquants ralentissent la fréquence cardiaque, diminuent la tension artérielle et soulagent donc le cœur dans son travail. Ils ont des effets indésirables, souvent transitoires, comme par exemple maux de tête, fatigue, vertige, troubles digestifs, diminution de la libido, voire troubles de l'érection. Sachez qu'il en existe plusieurs types et que nous pouvons changer votre bêta-bloquant pour un autre qui vous conviendrait mieux. Les statines font régresser et stabilisent les plaques d'athérosclérose. Elles diminuent aussi les taux de cholestérol. Elles sont en général bien tolérées, mais peuvent provoquer des douleurs musculaires. Dans ce cas, il faudra en parler à votre médecin traitant. Les inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine, les IEC, dilatent les artères et diminuent la tension artérielle. Leur principal effet indésirable est la toux. Si cela se produit, nous pouvons vous proposer un médicament d'une autre classe qui n'a pas cet effet secondaire. Ce médicament peut aussi provoquer des vertiges, une baisse de tension ou une diminution de la fonction de vos reins. Nous contrôlons attentivement ces points dès le début du traitement. Vous avez une idée pourquoi cet infarctus est arrivé chez vous? Moi, je pense quand même que c'est lié au souci du travail, Vous ne fumez pas, donc? Ah si, mais ça... Enfin, plus, j'espère. Non, mais moi je fume, mais bon, ça c'est les poumons, c'est pas les artères. Alors, le tabac, c'est bon pour quelque chose au niveau du corps? Ah, écoutez, d'après ce qu'on lit, non, mais... D'accord. Donc, moi, je peux vous garantir que le tabac n'est pas bon. C'est pas bon pour le poumon, fumer-tu, c'est pas bon du tout, et on le sait pas toujours assez, notamment nos jeunes, c'est pas du tout bon pour le cœur, pour l'infarctus, d'accord? Et probablement, je peux pas vous garantir ça aujourd'hui, mais une des raisons de l'infarctus, c'est lié au tabac. On est là pour vous aider, c'est pas facile, et puis parfois on arrive une fois, puis on recommence, et puis pour finir on arrive. Mais ça sera très important pour pas avoir un billet de retour à l'hôpital que vous arrêtez de fumer. Maintenant, il n'y a pas que ça. Monsieur Delmy, il y a d'autres facteurs qui peuvent favoriser l'infarctus. Je suis sûr que vous en connaissez aussi. Ah de toute façon, c'est tout ce qui est bon. Alors, la bonne bouffe, tout ça. Il faudra, et nos équipes de diététiciennes, comme pour le tabac, on a des équipes qui vont venir vous aider pour arrêter de fumer, c'est pas facile. Pour l'alimentation, on ne parle pas de régime, on parle d'adapter son alimentation. Je suis sûr que dans ce que vous mangez tous les jours, même au restaurant ou ailleurs, il y a des bonnes choses pour le cœur. Je ne parle pas du goût, mais des bonnes choses pour le cœur. Puis il y a peut-être quand même des choses qui sont moins favorables. On pourra voir ce que vous mangez d'habitude, et puis peut-être qu'il y a des choses à diminuer, d'autres à rajouter. Ça, on verra tranquillement durant ces prochains jours. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui pourrait provoquer ça, dont on parle aussi beaucoup? C'est le temps. Vous faites un petit peu d'activité physique? Non, alors ça pas trop, non. Non, à part
À part le week-end, quand je pars avec les chiens, 1 heure le samedi, 1 heure le dimanche, voire 1h30. Alors ça, c'est important aussi que vous compreniez qu'il va falloir continuer à faire cette activité. On ne parle pas de sport, là, d'activité physique, de façon régulière, chronique. Le plus souvent possible, 2, 3, 4 fois par semaine, des tranches d'1 demi-heure. Prenez plutôt l'escalier avec l'ascenseur de temps en temps, par exemple. On vous expliquera aussi ça. Ça commencera ces prochains jours avec la physiothérapie et ça continuera dans les prochaines semaines dans les différentes phases de réadaptation du cœur. Mais il faudra certainement qu'on vous encourage et que vous vous encouragiez à faire un petit peu plus d'activité physique. La mauvaise nouvelle, effectivement, c'est que vous avez une maladie chronique avec laquelle vous allez devoir faire avec toute votre vie. Mais néanmoins, la bonne nouvelle, c'est que vous-même, vous pouvez agir sur les facteurs de risque de cette maladie. Et en plus, nous pouvons vous aider à agir sur ces facteurs de risque. C'est aussi le but de cette hospitalisation dans cette unité, c'est d'introduire des médicaments qui ont déjà été introduits aux soins intensifs, mais de les poursuivre, de vous surveiller et d'agir sur les facteurs de risque. Eh ben, il faudra y aller comme ça. Tout ça est tout à fait faisable. Je suis persuadé qu'on y arrivera. Ouais, parce que si je décide de le faire, je le fais. Mais là, je viens de réaliser, de comprendre que c'était une maladie. Moi, j'ai toujours cru que c'était... comme je disais, une jambe cassée. Il y a un énorme challenge, comme disent les Anglais. Ouais, mais c'est possible. Il y a une grande partie, c'est vous qui allez travailler. Mon collègue vous a parlé des facteurs de risque. Et puis, il y a les médicaments, votre médecin de famille, spécialiste, qui va vous suivre pendant des années. Éviter la récidive à tout prix. C'est non seulement se réadapter physiquement, prendre des médicaments, mais c'est aussi changer radicalement certains modes de votre vie. Et entrez. Bonjour monsieur, je suis Valérie, la diététicienne. Les infirmières vous ont dit que j'allais passer? Ouais, on m'a dit qu'on allait m'apprendre à manger. Vous vous rendez compte? Tout à fait. Je voulais vous inviter à aller face à la fresque qui se trouve dans le couloir, pour que ce soit plus facile en fait, ce sera un peu imagé. Si vous voulez. Je n'ai pas remarqué qu'il y avait une fresque, moi. Si. Avant de rentrer dans les détails, en fait, je voulais voir quelles étaient vos habitudes alimentaires à la maison. Est-ce que vous mangez plutôt à la maison, plutôt au restaurant? Ah non, moi c'est au restaurant. Je suis payé pour ça, d'ailleurs, je mange au restaurant tous les jours. Quand vous mangez au restaurant, vous prenez le plat du jour ou vous prenez le plat avec entrée, dessert? Alors écoutez, moi c'est des menus gastronomiques parce que je suis payé pour visiter les restaurants d'hôtel, les grands restaurants, les étoilés, Y a-t-il des habitudes à changer dans votre vie? En modifiant votre mode de vie, vous allez découvrir de nouveaux plaisirs. Ce n'est pas toujours facile. Par où commencer? À qui s'adresser? Comment faire pour que cela dure? Les soignants sont là pour vous aider dans ce processus à votre rythme. Le personnel soignant vous invitera à une discussion sur ce qui vous tient à cœur et ce qui est le plus important pour vous maintenant et dans votre futur. Et pour éviter en fait de refaire un accident cardiovasculaire, il est dans votre intérêt d'essayer de modifier un petit peu vos habitudes alimentaires. Je ne savais pas que je risquais d'en refaire un deuxième. Alors là, une chose est certaine, c'est que je vais faire un effort, je n'ai pas du tout envie de refaire un infarctus. J'ai frisé le code, donc un deuxième, ça ne m'intéresse pas. Arrêter de fumer, c'est la mesure préventive la plus efficace. Faire 30 minutes d'effort modéré tous les jours. Adopter une alimentation saine et équilibrée. Perdre des kilos superflus. Mieux gérer votre stress. En agissant sur chacun de ces facteurs de risque, vous pouvez éviter de faire un autre infarctus du myocarde. On va essayer d'aller un petit peu plus vite. Ouais, c'est cool. Moi, je marchais doucement parce que je voulais pas vous fatiguer. Ça va pas mal du moi, tout. Ça va, ouais. Hein? D'accord. Mais je pense qu'effectivement, les choses ne vont pas trop mal du tout. Voilà, monsieur Deligny, vous avez déjà vu beaucoup de médecins depuis que vous êtes arrivé à l'hôpital. Moi, je m'occupe plus particulièrement de la réadaptation cardiovasculaire. Alors, qu'est-ce qu'on vous propose? On vous propose un programme de 6 semaines. C'est un programme ambulatoire, ça signifie que vous allez venir uniquement le matin pour faire le programme. L'après-midi, vous êtes libre. Ouais, mais 6 semaines, alors ça me paraît long. Hein. Je vois pas faire du fitness, des exercices, des trucs. Bon, je sais bien que je faisais pas beaucoup de sport avant, mais là, sur 6 semaines, ça paraît peut-être long à première vue, mais c'est vraiment la durée minimale pour qu'on puisse faire du bon travail. Ce qu'il faut bien réaliser, c'est que l'infarctus que vous avez eu
a été traité, mais ça ne signifie pas que vous avez été guéri de la maladie de base qui est l'athérosclérose. Vous restez à risque de faire un infarctus. C'est pour ça, je pense que c'est capital de changer certains modes de vie, de bien comprendre ses médicaments, pour éviter à tout prix que ça revienne. Très important. Je viens de penser à une chose, la voiture. Je suis représentant, si je reprends mon travail à 50% mais à pied, autant que je continue de rester à bosser le jour, à faire des exercices. Si je reprends, il faudra que je puisse conduire. Pour ce qui concerne la conduite, on recommande d'attendre de 1 à 4 semaines après l'infarctus avant de se remettre au volant. Si vous êtes conducteur professionnel, la conduite automobile est généralement interdite avant 6 semaines. Alors maintenant, j'ai une question un petit peu perso, quoi, mais d'homme à homme, là, si on va se comprendre, pour les activités sexuelles, la libido, ça va changer quelque chose ou... C'est très important que vous posiez cette question. Alors tout d'abord, une chose fondamentale, l'activité sexuelle n'est pas contre-indiquée après un infarctus du myocarde, bien au contraire. On considère que dès que vous pouvez reprendre une marche d'un bon pas, vous pouvez aussi reprendre une activité sexuelle normale. Maintenant, c'est important que vous posiez cette question parce qu'il est vrai que certains patients après un infarctus rencontrent des difficultés dans ce domaine-là. Alors il y a multiples causes, hein. Ça peut aller des causes plutôt psychologiques, mais on sait aussi qu'il y a éventuellement certains traitements qu'on vous donne qui peuvent avoir un effet dans ce domaine-là. Donc c'est absolument indispensable qu'on garde un échange, que vous nous en parliez, pour qu'on puisse remédier à d'éventuels problèmes qui pourraient survenir dans ce domaine. 130-80, merci. C'est parfait, votre tension augmente légèrement, ce qui est tout à fait normal. Tout va bien pour vous? Pas de douleur dans la poitrine? Non, j'ai pas de douleur, non. À part les cuisses peut-être, mais... Au niveau du cœur, ça va? Le but de ce test d'effort est d'être certain que vous pouvez rentrer à la maison en toute sécurité et aussi de démarrer cette réadaptation cardiovasculaire en toute sécurité. Vous allez maintenant rentrer chez vous. Des médicaments très importants vous ont été prescrits. Si un traitement est mal supporté, vous devez immédiatement le signaler à votre médecin traitant ou à votre cardiologue. Mais n'arrêtez jamais un médicament de votre propre initiative. L'ensemble des traitements concernant la maladie coronarienne est normalement pris en charge par les assurances maladie. Mais n'hésitez pas à demander à votre assurance si vous avez le moindre doute concernant le remboursement de vos soins. Pendant votre réadaptation cardiovasculaire, vous allez pratiquer une activité physique sous surveillance médicale. Toute une équipe va vous prendre en charge. Cardiologue, tabacologue, psychiatre, diététicienne, physiothérapeute, maître de sport. Si vous avez la durée, on va augmenter. On va commencer par 10 minutes. On rappuie sur Start et là vous avez le compte à rebours. Après l'exercice, vous allez regarder cette échelle validée qui va de 6 à 20 avec 3 couleurs ici qui représentent justement comment est-ce que vous ressentez l'effort que vous venez de faire. Est-ce que c'était très facile, assez facile, un peu difficile, très difficile? Votre médecin traitant ou votre cardiologue vous aide à poursuivre votre traitement. Il vous apporte toutes les informations nécessaires pour vous aider à éviter un nouvel infarctus. Si nécessaire, votre médecin peut vous répondre sur la possibilité de modifier votre traitement antiplaquettaire en cas d'intervention chirurgicale ou de visite chez le dentiste, par exemple. Vous pouvez parler avec lui des effets secondaires éventuels de votre traitement. Je vais avoir un battement solide et régulier. Je vais vous prendre la pression. La maladie coronarienne est une maladie grave et c'est une maladie chronique qui progresse avec le temps. Ce qui est rassurant, c'est que vous pouvez directement agir sur cette maladie pour freiner voire inverser son évolution. À vous de jouer maintenant et de suivre au rythme que vous aurez défini avec l'équipe soignante les recommandations qui vous sont faites. Ne pas fumer, avoir une alimentation équilibrée, bouger, limiter le stress, respecter le programme médicamenteux.
La maladie coronarienne n'est pas une fatalité.